Donc, nous allons aborder les figures de continuation. Alors, c'est quoi des figures de continuation? C'est ce qu'on va voir ensemble. Euh, L'objectif étant idéalement, de réussir à vous démontrer, parce que parfois il y a des sceptiques, que ce genre de configuration peut être effectivement très efficace. Parce que vous le savez aussi, l'analyse technique, ça fait partie des analyses qu'on peut avoir quand on intervient sur les marchés. Certains sont fervents, certains sont plutôt détracteurs. Moi, je la pratique depuis plus de 25 ans, donc c'est évident que pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne, et je vais vous montrer pourquoi. Et puis, en amont, je vais vous dire ce que je dis très souvent. Lorsqu'on prend une décision d'investissement, quelle qu'elle soit, en fait, on fait de la probabilité. Euh, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, je vous dis au hasard, j'ai décidé d'acheter Renault. Bah, ça veut dire que je pense que j'ai le maximum de probabilité de mon côté pour que Renault puisse monter. Ces probabilités, vous allez les trouver à votre façon. Moi, ça va être de l'analyse technique essentiellement. Certains vont regarder de l'analyse fondamentale, etc. Donc, plus on a les moyens d'avoir des fortes probabilités, plus on va avoir envie de faire un investissement. C'est évident qu'il n'y a pas de panacée en bourse et qu'il n'y a absolument aucun moyen d'avoir raison à 100% du temps. Ce qu'on va voir ici, ça fait partie des choses qui peuvent mettre énormément de probabilités de votre côté. Alors, le sommaire, alors oui, euh, cette présentation sera à disposition. Après, je pourrais l'envoyer à tous ceux qui le souhaitent. C'est pour ça que parfois, je pourrais aller un peu plus vite sur certaines pages et que là, le sommaire, je vous l'ai quand même mis pour ceux d'entre vous qui liraient la présentation ou ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Euh, mais c'est pour ça que je vais passer assez vite, puisqu'on va le voir en fait au fur et à mesure ce sommaire. Donc, en introduction, c'est quoi donc une figure de continuation? Donc, en matière d'analyse technique et en matière d'études graphiques en général, lorsqu'on regarde un graphique, en fait, on va avoir deux possibilités de situation. Soit on va être dans une tendance, d'accord? Ça veut dire qu'on va regarder et qu'on va voir un graphique, je ne sais pas si on regarde Hermès, Apple, Google, LVMH, Air Liquide, voilà. Là, on va être dans une tendance clairement haussière, d'accord? Si on regarde, je ne sais pas, leur téléperformance, Pernod Ricard, depuis ces derniers temps, Kering, bah, on va être dans une tendance baissière. La deuxième phase dans laquelle on peut être, c'est des phases de consolidation ou de temporisation. Ces phases-là, c'est des phases dans lesquelles le marché se cherche un peu, prend peut-être sa respiration, mais ne va pas venir inverser la tendance dans laquelle il se trouve. D'accord? Euh, alors, c'est sûr que les phases de correction sont toujours plus difficiles parce que voilà, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, parce que ça ne monte pas vraiment, ça ne descend pas vraiment. Donc, c'est ces phases-là qui sont plus difficiles à analyser. Pourtant, c'est pas les moins intéressantes. Et comme on va le voir ensemble, les figures de continuation, dans les figures de continuation, il y a justement un ensemble de cas de ces phases de temporisation qu'on va pouvoir analyser et dont on va pouvoir se servir assez facilement. Donc, comme je vous l'ai mis sur le schéma ici, ça s'appelle une figure de continuation. Pourquoi? Parce que on va rentrer dans une figure de continuation à la hausse. Si on rentre dans une figure de continuation à la hausse, comme ça sur la flèche verte, on va en ressortir à la hausse. Inversement, si on est dans une tendance baissière et qu'on rentre dans une figure de continuation à la baisse, on va également en sortir à la baisse. Donc les figures de continuation, si vous voulez, c'est l'opposé des figures de retournement. Les trois types de figures de continuation principaux, ce sont les suivants qu'on va voir ensemble. Les drapeaux, okay, donc flag en version originale, en anglais. Les triangles et les fanions. Bon, les fanions sont un petit peu moins fréquents, mais on va quand même les regarder. Donc, fanion en anglais, c'est peanut. Euh, alors, il ne faut pas confondre les drapeaux avec des canaux, comme on le verra par la suite. De la même façon, triangle et fanion, il ne faut pas les confondre avec des biseaux, mais là, aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'aborder ce point-là. On a effectivement un cas à part. Il s'agit du canal. Donc, le canal, effectivement, ce n'est pas forcément une figure de continuation. D'accord? On peut rentrer dans un canal à la hausse et en sortir à la baisse. Mais on va quand même en parler parce que ça arrive effectivement qu'on rentre dans un canal à la hausse et qu'on en sorte à la hausse. Euh, à savoir que le plus souvent, vous sortez d'un canal baissier à la hausse et d'un canal haussier à la baisse. Alors, encore une fois, je dis le plus souvent. De toute façon, quoi que je vous montre ce soir, il n'y a absolument rien qui va être valable 100% du temps. Pourtant, on va voir que certaines figures fonctionnent parfois 8 fois sur 10, entre 7 et 9 fois sur 10. C'est quand même une forte probabilité d'avoir raison.
Alors, on va commencer par les canaux. Les canaux, n'importe quoi, les drapeaux. Donc, un drapeau, c'est quoi? Bon, bah, comme leur nom l'indique, et c'est vrai qu'en analyse technique, ce qui est assez agréable, c'est que les noms des figures correspondent en fait à la façon dont les figures vont se dessiner. Alors, un drapeau, bah, comme son nom l'indique, ça va prendre la forme d'un drapeau. Ça va correspondre donc à une phase de repos qui va se composer de deux segments parallèles, exactement comme un drapeau. On va voir évidemment juste après des exemples concrets, qui vont souvent être inclinés par rapport à la tendance. Donc, en gros, si vous êtes dans une tendance haussière, le drapeau devrait être incliné vers le bas. Si vous êtes dans une tendance baissière, le drapeau devrait être incliné vers le haut. Alors, ça fait partie des figures de continuation les plus courantes, ça c'est sûr, et les plus faciles à lire, comme on va le voir, avec les triangles. Pour ceux qui connaissent Elliott ou ceux qui voudraient plus tard faire la formation en Elliott, on retrouve d'ailleurs les figures de continuation dans les vagues 2, 4 ou B d'un décompte elliottiste, et souvent sous forme de zigzag. À la sortie d'une telle figure, on va pouvoir calculer un objectif théorique en reportant le mouvement précédent l'entrée dans le drapeau, qu'on appelle le mât, en fait c'est le mât du drapeau, à la sortie de celui-ci. C'est ce qu'on appelle, nous, le swing move, c'est-à-dire qu'on va projeter 100% du mouvement précédent sur le bas du drapeau pour calculer un objectif théorique. Interprétation. Les cours, en fait, ne montent ou ne descendent pas en ligne droite. On le sait très bien. Lorsqu'on a un graphe qui monte, eh ben, on va alterner avec des phases de temporisation. Après une forte activité, les investisseurs vont limiter leur élan. Bon, ça monte, au bout d'un moment, on se dit, bon, allez, on va prendre des bénéfices, on a toujours un peu peur que ça commence à être un petit peu haut, donc on fait ralentir un peu le marché. Pourtant, on n'a pas l'impression que la confiance est totalement partie. Donc, à l'issue de cette phase de consolidation en drapeau et de prise de bénéfices, lorsque les cours vont sortir du drapeau, ils vont retrouver de la dynamique et donc les investisseurs vont retrouver de la confiance, ce qui va provoquer une nouvelle vague de hausse qui est censée être proportionnelle à la vague précédant l'entrée dans le drapeau. On voit ici, sur un exemple théorique, une jambe de hausse que vous avez ici, d'accord? Un flag, donc drapeau baissier, à l'intérieur duquel bah, les cours respirent un peu, sorti du drapeau ici, et on voit à l'œil nu, comme on le verra après de façon plus concrète, qu'on a bien reporté le mât du drapeau qui se trouve ici, donc toute la vague précédant l'entrée dans le drapeau, ici sur le bas du drapeau, pour avoir un premier objectif théorique qui a largement été atteint. Donc le schéma, c'est le suivant. On a le mât du drapeau, ici, vous voyez, en bleu, qui représente en fait la vague de hausse avant l'entrée dans le drapeau. Dans une tendance haussière, le drapeau est incliné vers le bas, comme on le voit ici, et réciproquement, puisque tout est symétrique en analyse technique. À la sortie du drapeau, on va pouvoir reporter le mât du drapeau ici sur le bas du drapeau. Attention, un certain report en haut, c'est une erreur. Il faut le reporter ici pour obtenir un objectif principal théorique qui va être très souvent atteint. D'accord? Qui peut le plus, peut le moins, parce que je le dis assez souvent aussi. Parfois, certaines personnes me disent oui, alors le drapeau, ça a fonctionné, mais j'ai pas atteint mon objectif principal. Vous pouvez être certain qu'à partir du moment où déjà vous obtenez un potentiel de hausse intéressant, si vous n'arrivez pas exactement sur votre objectif, c'est pas bien grave. À partir du moment où vous voyez que les cours ralentissent un peu avant l'arrivée de l'objectif, bah, vous pouvez vous dire bon bah peut-être qu'on va pas arriver sur l'objectif, je vais peut-être m'alléger, vendre une partie de ma pause ou alors vendre totalement ma ligne en entier. On va voir donc des cas pratiques maintenant de quelques drapeaux que je vous ai sélectionnés. Je pense que j'alternerai aussi un petit peu avec les graphiques en temps réel sur mon logiciel parce que c'est souvent un peu plus parlant. Donc on va regarder ici le pétrole, d'accord? Donc le pétrole, avant de le regarder en théorie, ici je vais vous le montrer directement en pratique parce que ça sera plus intéressant plutôt que vous ne voyez déjà à l'avance ce que je suis censé vous montrer. Voilà, donc on va regarder les cours du pétrole ici et on va regarder ensemble ce que je suis en train de vous dire, et peut-être pour le faire un peu plus. Voilà, comme ça, vous n'allez pas avoir d'entrée et vous n'allez pas pouvoir tricher. Voilà. Donc, on va s'intéresser au cours du pétrole ici. D'accord? Dans cette fameuse vague de baisse ici, voilà, phase de baisse ici. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on avait, on avait ce qu'on appelle, nous, un wedge. Bon, ça, c'est une figure de retournement. Donc, c'est un biseau. On ne va pas la regarder aujourd'hui, mais ça fera partie d'une autre formation. Je vais quand même vous le dessiner. Donc le wedge, vous le voyez ici, c'est un biseau d'étranglement, d'accord, qui est une figure de retournement. Et à la cassure du wedge ici, vous voyez qu'on a eu effectivement un déclenchement d'abord de retournement de tendance et une très forte accélération vers le bas.
D'accord? Ce type de mouvement, c'est quand même assez rare. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé ici de 115 dollars à 45 dollars le baril en ligne droite, hein, d'accord? En l'espace de juin 2014, ici, janvier 2015. Donc, en l'espace de 6 mois environ, 6-7 mois, on est passé de 115 à 45 dollars le baril. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Bah, à la suite de ça, le pétrole a commencé un rebond, comme vous le voyez ici, d'accord, en 3 temps, ce qu'on appelle nous un zigzag, pour revenir quasiment autour des 70 dollars le baril. Bon. À l'époque, je me souviens très bien, il y avait pas mal d'investisseurs qui me disaient, je ne comprends pas que le pétrole soit tombé aussi bas, et dès qu'ils ont commencé à voir le rebond arriver, d'accord, ils se sont dit, bon, bah voilà, bingo, c'est la fin de la chute, ça va être le moment de revenir sur le pétrole. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Je m'en souviens très bien, parce qu'il y a des gens qui nous ont posé la question. On a dit attention. Pourquoi on a dit attention? Ben, on a dit attention pour la raison suivante. Nous, on était en train de dessiner un drapeau. D'accord? Pour nous, le pétrole était en train de dessiner un drapeau que je vais vous dessiner ici. Alors évidemment, comme on est dans une phase baissière, le drapeau, lui, est incliné vers le haut. Vous voyez? Vous pouvez imaginer si vous regardez la tête à l'envers, ici vous avez le mât de votre drapeau, et là vous tenez le drapeau dans vos mains, et votre drapeau va dans ce sens-là. Tant qu'on était à l'intérieur du drapeau, on se méfiait un petit peu, hein. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, on l'avait dit à nos clients, et sans faire des sbroufs, hein, moi j'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne et sur le net, vous verrez très bien que avant même de savoir ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'on était à peu près à cette période, j'étais sur un plateau et je disais, attention, la cassure du drapeau à la baisse est de très mauvais augure. Pourquoi? Parce que nous, on sait que théoriquement, d'abord, c'est une figure de continuation. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on est censé reporter le mât du drapeau, d'accord? Sur le bas du drapeau, enfin sur le haut du drapeau ici, en l'occurrence. Je vais vous montrer, voilà, c'est quand même assez impressionnant de dire à quelqu'un que à partir du moment où on est sorti ici du drapeau, on va pouvoir reporter une amplitude, d'accord, telle que celle-là. Je vais vous le mettre ici, concrètement. Voilà. Donc en gros, nous, ce qu'on a dit à nos clients, c'est attention, parce que les objectifs de sortie du travaux se trouvent, je pense qu'à l'œil, c'était autour des 27 dollars. Moi, je peux vous garantir que des gens à qui vous disiez que le pétrole est tombé de 115 à 45 et qui va retomber de 70 à 27 dollars, il y en avait beaucoup qui rigolaient ou qui disaient non, non, c'est pas possible. Je ne vois pas quelle raison fondamentale le pétrole irait aussi bas. Bon, regardez ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai préféré vous le mettre sur un graphique en live. Vous voyez bien que j'ai dupliqué sur mon logiciel l'amplitude de ce mouvement de baisse. D'accord? Je ne me suis pas arrangé pour prendre une amplitude voilà, qui allait m'arranger. J'ai dupliqué exactement le bas du drapeau sur là où la théorie me le demande de le faire et regardez ce qui s'est passé. Vous voyez quand même que, allez, on va dire à quelques dollars près, voilà, peut-être 1 ou 2 dollars près, on a réussi à obtenir un objectif alors qu'on était ici encore autour des 60 dollars. D'accord? Donc on a dit, bah voilà, on est censé arriver sur le niveau qui tourne autour des 27 dollars. Bon. Donc vous voyez que ça peut être quelque chose qui fonctionne quand même scrupuleusement bien et qui peut donc devenir extrêmement intéressant. Voilà, donc ici vous avez la phase voilà, figée de ce que je vous ai montré en phase dynamique. D'accord? Ici le mât du drapeau, le drapeau ici, l'amplitude du mât ici que vous reportez là et vous obtenez un objectif à 1 dollar près qui a été atteint. Et non seulement qui a été atteint, mais pour le coup qui a été atteint ce qu'on appelle nous exactement, puisque par la suite, les cours du pétrole sont repartis à la hausse. Ici, vous avez sur Bouygues, celui-là, je ne vais pas vous le montrer en dynamique, puisqu'on n'a pas le temps, je vous ai montré quelques-uns. Vous avez la même chose sur Bouygues. Donc sur Bouygues, ici, vous voyez, entre octobre 2023 et décembre 2023, vous avez une première phase de hausse, d'accord, qui dessine donc un mât. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le zigzag, c'est-à-dire 3 vagues de baisse en ABC comme ça, à l'intérieur d'un drapeau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'on a échoué une première fois à sortir du drapeau. Et puis finalement, comme ça arrive très souvent également, les sorties de figures techniques se font avec une amplitude assez forte en général. Et vous le voyez ici, on a eu d'abord un gap et puis une forte accélération derrière sur la sortie du drapeau. Et on a atteint effectivement le report du mât du drapeau ici, l'objectif principal, avant de repartir en phase de consolidation. Voilà. Enfin, celui-là, je vais vous le montrer en dynamique parce que c'est quelque chose sur lequel nous, on s'était positionné et on va voir pourquoi c'était très intéressant ce drapeau sur Tesla. Donc, on va regarder Tesla ensemble. Voilà, Tesla, petite entreprise du Nasdaq. Voilà, donc on va regarder le drapeau sur Tesla ici.
Et on va voir comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on a Tesla qui vient d'une phase de consolidation quand même assez importante. Ici, vous voyez, entre novembre 2021 et ici janvier 2023, on était quand même, voilà, on est passé quand même de 410 dollars à 100, allez, 101, 102 dollars. Bon. À partir de là, on a marqué une première phase de hausse, d'accord? Une première vague de hausse assez impulsive quand même, donc intéressante. Pour autant, d'accord, au regard de la consolidation qu'on a ici, il est encore trop tôt pour commencer à créer victoire en disant ça y est, on part à la hausse. Bon. Mais on a quand même eu une première phase impulsive intéressante. À l'issue de quoi, on a commencé à ralentir un peu et à consolider, d'accord? C'est-à-dire, on n'est pas reparti à la baisse, on n'était plus dans la tendance haussière, donc les cours ont un peu repris leur souffle et on a effectivement dessiné un zigzag ici en ABC. À l'issue de ça, on a rebondi ici sur le bas du drapeau. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand on voit une ABC comme ça et qu'on rebondit en bas d'un drapeau? Déjà, on a déjà envie de se positionner. Parce que certains d'entre vous qui nous suivent le savent, nous, on a également un service de recommandation sur des produits dérivés, des turbos, qui sont donc des produits très réactifs, qui peuvent prendre énormément en peu de temps. Donc on n'est pas obligé, si vous voulez, de viser des mouvements de marché sur du très long terme, au contraire. Et donc ici, sur le rebond, hein, bien sûr, pas au moment où on arrive sur le bas du canal du drapeau, parce qu'on ne sait pas si le drapeau va tenir. Au moment où on rebondit, on peut se dire, bah, déjà, je vais initier une position, par exemple sur un call, euh, en jouant ne serait-ce que le retour sur le haut du drapeau. Hein, vous initiez une position ici sur un turbo, vous revendez là, vous êtes déjà facile à 60%. OK. Par la suite, comment il faut procéder? Bah, si vous décidez effectivement de vous positionner avant la sortie du drapeau parce que vous avez confiance dans vos figures de continuation et que vous préférez être un profil un peu agressif, comme on va le voir plus tard. Bon, à partir de là, comment est-ce qu'il faut agir? Eh ben, il faut attendre effectivement qu'on arrive sur le haut du drapeau. Et là, si on veut agir de façon pertinente, il ne faut pas vendre quand on arrive sur le haut du drapeau. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Si théoriquement on a raison, bah, on devrait sortir du drapeau et du coup profiter d'un élan haussier encore beaucoup plus important. En revanche, si vous voyez qu'à l'arrivée du haut du drapeau, les cours commencent à faiblir un peu et commencent à ralentir, là oui, il vaut mieux sortir pour éviter ce qu'on appelle, nous, un faux signal. Bon. En revanche, si vous sortez du drapeau ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ce qu'on appelle, nous, se renforcer, si vous pouvez le faire. C'est-à-dire augmenter la taille de votre position parce que vous allez avoir beaucoup plus de conviction dans le directionnel et vous allez avoir un potentiel de hausse important. Pourquoi? Parce que vous allez reporter le bas du drapeau ici sur le bas du drapeau. Là, ce que je vais vous montrer d'autre d'intéressant, c'est que effectivement, vous voyez, on a pu atteindre l'objectif de report du mât du drapeau, encore une fois de façon très précise, mais on avait ici ce que je montre aussi parfois et que je vous inviterai à entendre très régulièrement, on a ce qu'on appelle une conjonction de points, c'est-à-dire qu'on a à la fois la sortie ici du drapeau avec l'objectif, mais vous avez également, vous le voyez ici, une oblique de résistance baissière qui était assez intéressante parce qu'elle coiffait trois fois les sommets ici. Et vous voyez que la conjonction de ces deux points, c'est-à-dire la résistance de l'oblique plus l'objectif de sortie du mât du drapeau, vous a donné un point quand même d'abord très précis et très solide. Parce que plus ça va correspondre à des niveaux techniques différents, plus le point va être solide. Et vous voyez ici, effectivement, qu'on a atteint pile votre objectif avant de repartir à la baisse et donc de sortir de la position à peu près lorsque vous êtes ici ou quand vous voyez que on commence à corriger avec un gap, par exemple ici, après avoir atteint notre objectif. D'accord? Et vous voyez que la droite ici a continué de jouer son rôle de droite de résistance. Voilà, donc je pense que pour les drapeaux, déjà, on en a vu quelques-uns. Et afin de pouvoir avancer dans la présentation, par la suite, si j'ai le temps, je vous en montrerai d'autres, notamment sur le Nikkei. Il y a des choses très intéressantes. On verra ça peut-être un peu plus tard. Là, maintenant, on va passer aux triangles. Donc, pour moi, les triangles, je pense que ce sont quasiment les figures de continuation les plus efficaces, les plus intéressantes, peut-être les plus intéressantes aussi à jouer, et je vous montrerai pourquoi. Donc, on va ici regarder qu'est-ce qu'un triangle, comment ça fonctionne. Exactement comme le drapeau, l'avantage, c'est que un triangle, ça va prendre la configuration qui va avoir la forme d'un triangle, comme on va le voir par la suite. Les triangles doivent prendre place en cinq vagues, d'accord, qu'on appelle A, B, C, D, E en Elliott, qui vont être de taille décroissante pour un triangle contracté fermé, qui vont être l'ensemble des triangles, une grande majorité des triangles, ou parfois des vagues croissantes à l'intérieur d'un triangle qu'on appelle en expansion, ou un triangle ouvert, qui va ressembler un petit peu à un porte-voix. Chacune des vagues doivent elles-mêmes, théoriquement, je dis bien théoriquement,
prendre place en trois temps, d'accord? Donc trois vaguelettes qu'on va retrouver. Et ces triangles, on va les retrouver exactement comme les drapeaux dans des vagues 2, 4 ou B, dans des comptes héliotistes. À la sortie d'une telle figure, on va pouvoir calculer un objectif théorique, comme on va le voir, en reportant d'abord la bouche du triangle. Ne vous inquiétez pas, tout ça, je vais vous montrer de quoi il s'agit. À la sortie du triangle, et après, le mouvement précédent l'entrée dans le triangle, ce qui correspondait en fait au mât pour le drapeau, d'accord, qu'on va reporter à la vague E, c'est-à-dire sur le bas du triangle, lorsqu'on est dans une tendance haussière, d'accord? Théoriquement, encore une fois, théoriquement, parce que ça attention, hein, entre la théorie et la pratique, l'objectif doit être atteint avant que les deux droites composant le triangle ne se réunissent, comme on va le voir, qu'on appelle la pointe du triangle. L'interprétation. On va interpréter aussi un petit peu pour comprendre pourquoi est-ce que des figures comme ça peuvent répondre à une réalité, c'est-à-dire en gros, comment est-ce qu'on peut se dire que bah, je vais regarder des figures et en regardant ces figures, bah, je vais pouvoir anticiper un mouvement de marché. Il y a une interprétation, d'accord, qui a souvent trait à la psychologie des intervenants de marché. Donc les triangles horizontaux sont donc des configurations d'empiètement qu'on appelle overlapping. Ce type de figure indique que le marché reprend son souffle, exactement comme le drapeau, avant de poursuivre son élan. Elles vont donc refléter un équilibre des forces en présence, c'est-à-dire que les acheteurs et les vendeurs vont se battre un petit peu et vont provoquer des mouvements latéraux amortis qu'on appelle en crabe, quand on va voir pour quelle raison. Ces mouvements sont généralement associés à une diminution du volume et de la volatilité. Donc, elles vont s'appliquer, ces figures, à toutes les échelles de temps et peuvent durer de quelques heures à plusieurs années, comme on va le voir quand on est sur des grands mouvements de marché. Le triangle doit théoriquement être confirmé par les volumes. Théoriquement, il faut faire très attention à ça parce que, effectivement, des volumes peuvent confirmer, mais, et je le dis très souvent, ça, une absence de volume ne doit pas infirmer. Alors ça, c'est très important. D'accord. Euh, Ensuite, la sortie du triangle doit idéalement se faire aux environs des deux tiers de la fin du triangle. Et ça encore, je vais vous le montrer. Tout ça, ce sont quand même des détails théoriques qui n'ont pas énormément d'importance. Ce qui va être vraiment important, c'est d'envisager effectivement comment se configure un triangle et dans la pratique, comment justement l'interpréter et en bénéficier. Bon. Maintenant, on va regarder les quatre différents types de triangles qu'on peut trouver. Donc, le premier type de triangle, c'est le triangle ascendant. D'accord? Donc, un triangle ascendant, c'est quoi? C'est un top flat. D'accord? Donc, ici, un côté bas, un côté haut, pardon, top flat, c'est-à-dire un côté horizontal, et un bottom ascendant. Donc, vous avez le haut du triangle qui est horizontal et le bas du triangle qui est ascendant. Alors, j'insiste, parce que là, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Il ne faut pas confondre la nomenclature du triangle avec la tendance, d'accord, qui va définir. Autrement dit, l'erreur à ne pas faire, c'est de penser qu'un triangle ascendant, c'est dans une tendance haussière, d'accord, et un triangle descendant, c'est dans une tendance baissière. Vous pouvez très bien avoir un triangle ascendant, comme ici, dans un marché baissier, d'accord, tout comme vous pouvez avoir un triangle descendant, pour le coup, dans un marché haussier, comme on le voit ici, comme on va en voir en exemple tout à l'heure. D'accord? Donc, on a bien l'alternance des cinq vagues en trois temps, qu'on va appeler A, B, C, D, E. D'accord? Et puis, ici, dans un triangle descendant, vous allez avoir la base qui est horizontale et le haut du triangle qui, lui, est descendant. Troisième type de triangle, c'est le triangle symétrique. Alors, le triangle symétrique, lui, il est ni ascendant ni descendant, puisqu'il a un côté ascendant et un côté descendant. C'est pour ça qu'on l'appelle symétrique, parce que si vous tracez un horizontal entre les deux, bah, vous allez voir que les deux côtés du triangle sont symétriques. Enfin, quatrième type de triangle, un peu plus rare, mais il faut quand même en parler puisque ça peut arriver. Vous avez les triangles en expansion, donc, comme je vous l'ai dit, qui ressemblent un peu à ce qu'on appelle des porte-voies, c'est-à-dire c'est des triangles ouverts. Mais ils vont fonctionner exactement de la même façon. On entre dans un triangle, quel qu'il soit, à la hausse, on en sort à la hausse. Ici, vous avez un type. Alors, je vous l'ai quand même mis pour être le plus exhaustif possible. Vous voyez que dans tous ces triangles ici fermés, là, ce qu'on appelle nous la vague B, ok, va arriver sur son sommet un peu plus bas que le début du triangle. Hein, vous le voyez ici, vous le voyez ici également. Voilà. Or, dans certains types de triangles, vous pouvez avoir, et il faut faire attention parce que c'est plus difficile à les interpréter, une vague B ici qui va revenir un peu plus haut que votre sommet précédent. D'accord? Donc c'est plus rare, mais ça arrive. On va regarder de la pratique maintenant. Euh, D'abord, je vais vous montrer un cas pratique de ce que je vous ai montré ici puisque je ne l'ai pas mis dans la présentation. Hein. Ce type de triangle-là, on va en voir un sur Apple, par exemple. Apple, encore une valeur assez méconnue. Donc, on va le voir ici. Donc, je vais vous le montrer
plus précisément de cette manière. Voilà, donc ici, alors, il y a autre chose aussi qu'on me dit souvent, et c'est très vrai, c'est que c'est bien facile, enfin bien facile, c'est bien amusant de voir comme ça une présentation comme je la montre sur des triangles. L'objectif, c'est pas ça, c'est de savoir vous-même repérer ce type de configuration lorsque vous êtes face au marché. Et là, c'est vrai que j'avoue que c'est plus compliqué. Mais à force d'exercice, on finit par y arriver. Ici, c'est plus compliqué à voir parce que la vague B est revenue au-dessus du niveau précédent. Et c'est sûr que si je vous montre ce graphique-là, je vous dis, est-ce que vous arrivez à avoir un triangle? Peu de gens vont réussir à le voir. Moi, je vais vous le montrer. Donc, la base de mon triangle, elle est là. Et puis, le haut de la base supérieure de mon triangle, elle se trouve ici. Bon. Là, quand je vous le trace, d'un seul coup, vous dites, ah oui, quand même, ça ressemble à un triangle. Alors que quand je vous le trace pas, c'est plus difficile, effectivement, d'envisager ce triangle. Première remarque, quand bien même certains n'auraient pas vu le triangle ici, qu'est-ce qu'ils auraient pu déjà observer d'assez net? C'est une droite ici de support, qui est en fait la base de mon triangle. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a rebondi à très nombreuses reprises sur cette base-là. Déjà, rien que le fait d'envisager ça, ça permet déjà d'avoir un point d'appui intéressant. Par la suite, lorsqu'on sort ici de cette oblique, cette fois de résistance, on voit qu'ici, on a le déclenchement d'un potentiel de hausse qui commence à devenir intéressant. Je suis tout à fait d'accord en revanche que c'était beaucoup moins facile à voir que sur d'autres types de triangles. Maintenant, on va regarder en exemple dynamique ce que vous allez voir après dans la présentation en statique. Donc, on va regarder le cas d'Amazon, ok, qui est encore une fois, bon, vous voyez, je prends quand même des entreprises qui sont quand même assez connues. Et on va regarder Amazon sur un nouveau graphique, comme ça. Comme ça, vous n'aurez pas déjà le... Voilà. Hop. Ah, pardon, je sais pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc ici, on va regarder Amazon. Je vais vous effacer tout ce qu'il y a ici. Et on va regarder Amazon à l'endroit, évidemment, qui m'intéresse. Voilà. Donc déjà, avant de s'intéresser à ce que je vais vous montrer, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce genre d'entreprise? On voit quand même qu'on est dans une tendance haussière très marquée, hein, et qu'on a du mal à part évidemment ici la fameuse bulle Internet, voilà, ici, vous voyez là. Bon, donc là, forcément, comme c'est une entreprise technologique, Amazon a souffert. Mais en dehors de cette bulle Internet, on n'a pas vraiment l'impression d'assister à des phases de crise. D'accord? On a eu la crise du subprime ici, qui est quand même relativement minime par rapport à ce que ça a été, par exemple, sur le CAC 40. On a ici, c'est encore plus dérisoire. Ici, on a le Covid. D'accord? Donc, vous voyez quand même que c'est, encore une fois, vraiment pas grand-chose. Pardon, même pas, je me suis trompé. Autant pour moi, c'est pour dire le Covid, il n'est pas là. Le Covid, il est ici. D'accord? Donc, vous voyez que le Covid, ça a vraiment été rien du tout sur Amazon. Et là, vous avez quand même l'année 2022 qui a été une année d'inflation qui a effectivement engendré une phase corrective plus importante. Bon, maintenant, on a fait cet état des lieux sur Amazon. On a bien vu que c'était une valeur très solide et très haussière. Pourquoi je vous dis ça? Ben, on va le voir par la suite. Maintenant, on va s'intéresser, on va faire un petit zoom, pardon, sur le graphique et on va regarder une autre phase qui va m'intéresser ici. J'arrive, j'arrive. Voilà. Donc maintenant, on va s'arrêter sur Amazon ici et je vais vous indiquer notamment comment également se mettre véritablement dans la réalité du marché et comment faire pour envisager d'être en face d'un triangle, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit qu'on a des phases de hausse importantes qui sont alternées par des phases correctives. Nous, on détermine des vagues par ce qu'on appelle, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, bon, par exemple, pourquoi est-ce qu'ici, de là à là, je dis que j'ai un mouvement de hausse? Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas dire que j'ai un mouvement de hausse ici, avec une correction derrière? Bah, c'est ce qu'on appelle, nous, le principe des cycles ou le principe des poupées russes. Effectivement, si je regarde de là à là, d'accord, dans cette phase de hausse ici, à l'intérieur de cette phase de hausse, évidemment, j'ai des phases de hausse qui alternent avec des petites phases de baisse qui sont des petites corrections. Moi, ce qui va m'intéresser, pourquoi je vais envisager cette vague de hausse qui a démarré là
Pourquoi est-ce que je vais estimer qu'elle s'arrête ici? Pourquoi est-ce qu'elle s'arrête pas là, là ou là? Parce qu'en fait, je vais attendre d'avoir une correction qui va être proportionnelle à ma correction précédente, ici. D'accord? Vous voyez bien que toutes ces corrections-là, elles n'ont pas été proportionnelles à la correction que je vous ai montrée ici. En revanche, à partir du moment où j'arrive là, là, je commence à avoir une correction proportionnelle à celle d'ici. Donc, j'ai terminé le mouvement que j'avais démarré là sur mes grandes phases de marché, sur mon cycle supérieur. OK. Donc, j'ai déjà établi ce premier aspect. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, on va se mettre dans la réalité du marché, c'est-à-dire qu'on va se dire, bah voilà, on est là, d'accord? On est là sur Amazon. Donc, on est voilà, en mars 2014 et on voit qu'Amazon a quand même consolidé. Bon, qu'est-ce qu'on se dit, nous? On se dit, on est quand même sur une valeur très solide. Donc, souvent, les phases de consolidation sur des valeurs solides comme ça sont des points d'entrée intéressants. Ok. Ce sont des phases à l'intérieur desquelles il va être intéressant de se positionner parce qu'on va effectivement optimiser notre timing d'entrée et qu'on va bénéficier très vraisemblablement d'une nouvelle phase de hausse sur la valeur à l'intérieur de laquelle on va pouvoir se trouver. Bon. Dans un premier temps, on voit qu'Amazon a corrigé comme ça en 3 temps. Bon. Et puis commence à rebondir. Très bien. Lorsque je suis ici, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui me disent, bon, bah voilà, c'était peut-être pour moi un signal de revenir sur la valeur. On a une correction qui est en 3 temps, qui est proportionnelle à celle que j'avais là. On a Amazon qui commence à rebondir. Banco, je vais revenir sur le titre. Très bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe par la suite? Effectivement, après une première accélération, on voit que, ah, manque de bol, paf, gros gap baissier ici. Hein, vous le voyez, le gap, donc c'est un trou de cotation. Donc, il n'est pas de très bon augure. Et on voit que la consolidation, finalement, qu'on croyait peut-être terminée ici, bah, n'est pas encore terminée. Est-ce qu'il faut pour autant paniquer? Bon, on est quand même sur une valeur solide. On va se dire, bon, moi, quand même, je vais mettre un niveau de stop quand même en dessous, parce que, par exemple, en dessous de mon dernier point bas ici, parce que j'estime quand même que je suis sur une valeur solide avec une tendance de fond très haussière. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Bah, on voit que après le gap, les cours se reprennent un peu, d'accord? Donc, à nouveau, on peut se dire, tiens, c'est peut-être reparti. Et à nouveau, une phase corrective ici, beaucoup plus accentuée, qui va à nouveau venir remettre en cause la reprise potentielle. Maintenant, il y a quelque chose qui commence à m'intéresser ici, moi qui suis analyste technique. Qu'est-ce qui m'intéresse? Il y a deux choses qui m'intéressent. D'abord, il y a ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que je vois que j'ai rebondi 2 fois sur le même niveau. D'accord? Donc ça commence à m'intéresser. En même temps, je vois qu'ici, j'ai quelque chose qui ressemble quand même très sérieusement à une oblique de résistance. D'accord? Vous le voyez très bien ici. Bon. Donc là, j'étais ici. Donc je vais tracer à la fois ma zone de support horizontale ici et à la fois mon oblique de résistance. Donc là, je vous montre de façon très concrète comment vous allez pouvoir appréhender un triangle dans la réalité du marché. Pas une fois, comme je vous l'ai montré, une fois que tout est terminé, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est beaucoup plus facile en disant, bon, bah, OK, maintenant, je me mets comme si j'étais vraiment en train d'analyser Amazon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est-à-dire qu'on va rebondir une troisième fois, donc ce qu'on appelle ma vague E, okay, ici, sur le même niveau. D'accord? Et donc là, vous voyez que quand je commence à faire ça, quand je trace tout simplement mon oblique ici, ma zone de support ici et mon oblique ici, je vois que je commence à dessiner ce qui ressemble à un triangle. Et puis, je vois ici qu'à la cassure de mon triangle, bah, Amazon a effectivement enclenché une phase de hausse après avoir bien respecté voilà, mes 5 temps ABCDE. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais essayer de calculer mes deux objectifs théoriques. Hein, je dis bien théorique. Premier objectif théorique, je reporte la boule du triangle. La boule du triangle, c'est l'écart qu'il y a entre le premier point, donc la vague A du triangle, et le côté opposé. D'accord? Donc, je vais reporter la bouche de mon triangle, attention, sur la base supérieure de mon triangle, hein, contrairement à ce qu'on va appeler le swing move, le report du mouvement suivant. Et là, je vois effectivement que mon premier objectif théorique a été atteint, à peu près ici. Donc, OK. Euh, et à partir du moment où j'ai atteint mon premier objectif théorique, bah, Amazon s'est mis à corriger un tout petit peu ici. D'accord? Et puis, ensuite, je vois que, après mon premier objectif théorique, je vois que les cours continuent leur phase ascendante. Et là, je vais me dire, bon, bah, c'est quoi le prochain objectif? Bah, le prochain objectif, c'est de prendre tout le mouvement. Donc, on avait bien vu que le mouvement haussier, avant l'entrée dans le triangle, sur mes phases de cycle, il démarrait ici. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc, le second objectif, il est censé être calculé en reportant tout ce mouvement-là
sur la base de mon triangle. Donc vous imaginez bien que ça peut paraître pour certains complètement ahurissant de dire à quelqu'un, voilà, bah, en fait, tu vas emmener Amazon, je ne sais pas combien de pourcents plus haut. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'on est sur une valeur très solide, avec une tendance haussière très marquée, et regardez ce qui s'est passé. Voilà, vous voyez qu'effectivement, on a atteint l'objectif ici, voilà, qui est tracé ici, pile poil. Ok. Donc en reportant toute l'amplitude ici, vous voyez de quelle manière j'obtiens exactement cet objectif. Un peu comme on l'avait sur le pétrole tout à l'heure. Donc vous voyez quand même que c'est extrêmement efficace, ce genre de configuration, que si vous repérez ce genre de configuration, bah, vous pouvez être sûr que en termes de trading ou même de gestion, bah, vous allez avoir des éléments quand même très importants pour mettre les probabilités dans votre camp. Même ici, moi, sur des turbos, évidemment que je vais jouer des petits mouvements comme ça, mais si vous êtes même un investisseur de long terme, bah, vous pouvez très bien vous dire, bah, là, je suis sur un triangle, bah, je vais acheter Amazon ici, à l'intérieur du triangle ou à la sortie du triangle, et je vais avoir un objectif ici, ce qui vous donne quand même un potentiel de gain très conséquent, puisque vous avez plus de 100% de gain, ne serait-ce que sur la valeur ici. OK. Euh, alors, maintenant, je vais répondre à une autre question qu'on me pose de temps en temps et qu'on verra également dans la théorie, dans la présentation, c'est la question suivante. Quand on repère une figure comme ça, qu'elle soit un drapeau, un triangle, etc., à quel moment faut-il intervenir? Bah, très honnêtement, moi, je vais vous dire, il y a trois possibilités, comme on le verra tout à l'heure. Il y a le profil agressif, le profil modéré et le profil sécuritaire. Le profil agressif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intervenir à l'intérieur du triangle. Parce qu'il a très confiance dans sa théorie et qu'il a l'habitude. Moi, je suis un profil agressif. Donc, le profil agressif, il va acheter à l'intérieur du triangle, idéalement, ce qu'on appelle sur la vague E. Donc, la vague E, c'est la dernière vague, A, B, C, D, E, ici. Et puis, on va acheter à ce niveau-là. Avantage, inconvénient, on va le voir tout à l'heure. Avantage, bah, on va acheter dans un meilleur prix, un prix optimal, puisqu'on va acheter à l'intérieur du triangle. Inconvénient, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de panacée boursière. C'est pas parce que j'ai l'impression d'avoir dessiné un triangle ou j'ai peut-être dessiné un triangle que j'ai 100% de chance d'en sortir à la hausse. D'accord. Il se peut très bien, comme on le verra de temps en temps, qu'on peut sortir d'un triangle à la baisse, même si on y montrait à la hausse. Donc là, c'est ce qu'on appelle un bull trap, un faux signal. Donc l'inconvénient du profil agressif, c'est qu'il peut très bien bah, ne pas valider le triangle en tant que figure de continuation. Pour autant, si vous mettez un stop à peu près en dessous de la base du triangle, bon, si vous achetez par ici, il n'y a pas non plus péril dans la demeure. Ensuite, le profil modéré. Lui, le profil modéré, il va attendre la sortie du triangle, c'est-à-dire la validation de la figure pour rentrer en position. Avantage, il va avoir plus de conviction dans le directionnel, il va avoir plus de probabilité que son scénario se réalise. Inconvénient, il va acheter plus cher. Et en l'occurrence, dans cet exemple-là, bon, c'est rare, mais vu le gap qu'il y a eu de là à là, il va acheter beaucoup plus cher. Puisque là, on a eu un gap sur une zone de mémoire de 12%, ce qui fait que déjà, vous allez acheter beaucoup plus cher. Bon. Ensuite, vous avez le profil sécuritaire qui, lui, va attendre ce qu'on appelle, nous, le pullback, c'est-à-dire qu'il va attendre la sortie, très bien, ici, de la figure, mais il va attendre ce qu'on appelle le pullback, c'est-à-dire qu'il va attendre qu'on revienne rebondir, ici, sur l'ancienne zone de résistance qui devient une zone de support, pour se positionner. Avantage, inconvénient. Avantage du pullback, c'est que autant sur la sortie, vous avez déjà plus de probabilité d'avoir raison. Sur le pullback, vous passez de 70% à 90%, voire 95% de chances d'avoir raison. Inconvénient, bah, comme on l'a exactement ici aussi, vous n'avez pas toujours un pullback. Ça arrive, hein, ça arrive même assez souvent, une fois sur deux peut-être, mais voilà, si vous attendez le pullback et que vous n'avez pas le pullback, bah, le train démarre sans vous et vous n'avez pas osé prendre le train. Bon. Maintenant, on repart sur la présentation. Voilà, donc ici, vous avez la présentation figée de ce que je vous avais montré en dynamique, parce que c'est quand même plus agréable de regarder en dynamique. Vous avez effectivement ici la phase de hausse d'Amazon, vous avez la phase de consolidation qui a bien dessiné un triangle A, B, C, D, E, que je vous ai tracé ici. C'est sûr que quand il est tracé, c'est plus facile à voir. Vous avez ici la cassure du triangle avec un gros gap haussier, comme on l'a vu. Premier objectif théorique, report de la bouche du triangle ici. Deuxième objectif théorique, report de toute l'amplitude de la hausse avant l'entrée dans le triangle sur le bas du triangle. Et on a bien nos deux objectifs théoriques qui ont été atteints quand même de façon très précise. Je peux vous dire que ce n'est pas un hasard ni de la magie. Autre très bel exemple de triangle sur le cacao. Alors, autre chose aussi que j'insiste, c'est que là, je vous ai mis quand même, parce que ça peut être intéressant, les noms des sous-jacents qu'on regarde. D'accord. On a regardé Amazon, là on regarde le cacao. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en analyse technique,
peu importe le sous-jacent que vous regardez. Ça m'arrive lorsque je fais certaines formations en présentiel de donner des graphiques aux participants sans de donner le nom du graphique en question. Parce que ce qui est important, c'est de se concentrer sur le graphique et pas de se dire, ah tiens, je sais pas, dans l'exemple, ah tiens, c'est le chocolat ou le cacao. Bon, moi, je suis pas très optimiste sur le cacao pour telle et telle raison. Ou alors, je sais pas, je regarde Amazon et je me dis, ah ouais, non, mais moi, Amazon, là, je pense que c'est trop, etc. Bon. Là, au moins, vous avez une vision neutre si vous ne faites pas attention au sous-jacent. Qu'est-ce qu'on a là sur le cacao? Ben, on a exactement ce qu'on a vu tout à l'heure sur Amazon. On a une forte phase de hausse ici, et puis on a une phase de consolidation, d'accord, à l'intérieur de laquelle les cours reprennent leur souffle après quand même être montés énormément, sans pour autant repartir à la baisse. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, une figure de temporisation qui prend la forme d'un triangle. De la même manière qu'Amazon, c'est à partir de ce mouvement-là ici que vous allez commencer à pouvoir envisager votre triangle. Pourquoi? Parce que vous allez d'abord identifier une zone de support horizontale, exactement comme sur Amazon, vous allez identifier à partir du troisième point une zone de résistance oblique. D'accord? Évidemment, vous le savez, par deux points passe toujours une droite. Donc, pour identifier des zones de résistance ou de support, il faut un troisième point sur la même droite, ce qui est le cas ici. Et puis là, quatrième, cinquième, banco. Là, de toute façon, d'accord, lorsque vous repérez ce genre de choses, pourquoi ça devient très intéressant pour nous, AS Technique? Parce que vous voyez que l'intérieur d'un triangle, contrairement à un drapeau, c'est deux droites parallèles. Donc un drapeau, théoriquement, peut durer à l'infini, puisque deux droites parallèles ne se touchent jamais. Un triangle, lui, ne peut pas durer jusqu'à l'infini, parce que les deux droites convergent, donc à un moment ou un autre, les cours vont être obligés de sortir du triangle. Alors, ils ne sont pas forcés d'en sortir à la hausse, il y a de très fortes chances qu'ils en sortent à la hausse, mais au bout d'un moment, ils doivent sortir de cette figure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si même on en sortait à la baisse, bah, vous dites, bah, je me suis trompé dans mon triangle, mais comme je suis sorti d'une figure importante à la baisse, bah, je vais avoir un potentiel de baisse très important. D'accord? Bon, là, en l'occurrence, on voit bien qu'on est sorti à la hausse ici. D'accord? Puis, à partir du moment où on sort, on voit qu'on a marqué une forte accélération et on a notre premier objectif, c'est-à-dire l'aéroport de la bouche qui a été atteint, encore une fois, à très peu de niveau près ici. Il est trop tôt, puisque là, on en est à peu près là sur le cacao. Il est bien sûr beaucoup trop tôt pour envisager le second objectif théorique, c'est-à-dire le report de toute la vague de hausse reportée ici. Bon, pourtant, si on se revoit dans un an, bah, peut-être qu'on verra où est-ce qu'on en est sur le cacao, et peut-être qu'on sera, en tout cas, moi, ça reste ma conviction technique, bah, qu'on sera beaucoup plus haut sur les cours du cacao. Autre triangle ici sur Airbus. Là, on vous montre un triangle cette fois ascendant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un côté ascendant et un côté horizontal. De la même manière, le report de la bouche ici a donné un premier objectif ici. Donc, report de la bouche sur la base supérieure du triangle et inversement, amplitude de la vague précédant l'entrée dans le triangle sur le bas du triangle avec un deuxième objectif ici. Donc, vous voyez quand même que dans la théorie, ça fonctionne extrêmement bien, puisque là, on est. Alors, effectivement, c'est pas parce que là, je vous montre. Vous vous doutez bien que les exemples que j'ai pris pour la présentation, c'est des exemples qui fonctionnent. Bon. Mais l'important, c'est justement de voir qu'il y a certaines choses qui fonctionnent, de voir de façon très pratique comment ça fonctionne, pour par la suite pouvoir le mettre en application dans la pratique et pas dans la théorie. Ici, vous avez de la même façon un triangle sur l'or. Vous voyez, on avait un triangle descendant. Ici, on a un triangle ascendant. Et là, on a un triangle symétrique avec à la fois un côté ascendant et un côté descendant. Une phase de hausse ici, le dessin du triangle ABCDE, d'accord? Le report de la bouche ici sur le haut du triangle, la cassure du triangle, avec un premier objectif, et l'amplitude de toute la phase précédant l'entrée dans le triangle reportée sur le bas du triangle qui vous donne un objectif qui a été atteint plus tard, d'accord, quasiment, enfin 2 ans plus tard, non, 2 ans par rapport au point bas ici, mais à peu près ouais, 1 an et demi après la sortie du triangle. Mais nous, ce qu'on vous donne, c'est des objectifs. On ne vous donne pas en analyse technique un timing où l'objectif est censé être atteint. Voilà, vous avez un autre triangle ici, encore un triangle descendant sur l'USD-JPY, donc c'est une paire de devises, donc le dollar contre le yen japonais. Bon. Ici, vous avez énormément de choses hein, qui sont théoriquement applicables, un décompte Elliotiste, des petits triangles à l'intérieur de cette hausse, mais nous, on s'est intéressé ici à ce triangle-là. Donc, on n'a pas marqué le report de la bouche parce qu'on voit à l'œil nu qu'il a été largement dépassé, puisque la bouche ici n'est pas énorme. En revanche, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le report de l'amplitude de la hausse avant l'entrée dans le triangle qu'on va reporter ici. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé, même si on n'en est pas loin. Donc, ça veut dire qu'on peut s'attendre peut-être à ce qu'on y revienne. La suite nous donnera raison
ou pas. Mais quoi qu'il en soit, qu'on arrive sur l'objectif théorique ou pas, le triangle a déjà validé son efficacité, puisque à la sortie, on a marqué une accélération haussière. Et comme je vous l'ai dit, c'est surtout ça qui nous importe, plus que l'atteinte de l'objectif théorique, qui peut nous donner juste une information supplémentaire. Voilà. Ici, alors là, j'ai appelé ça mise en application et pas cas pratique, parce que je voudrais qu'on s'y intéresse un tout petit peu plus. Voilà, on a le temps, il nous reste, c'est très bien, il nous reste 40 minutes, on n'a pas vu les fanions, la fin des drapeaux, mais je pense qu'on aura quand même le temps à la fin de faire peut-être quelques questions-réponses et de voir d'autres cas pratiques. Donc là, on va regarder dans la pratique comment ça s'est passé sur Deliveroo, parce que nous, on a bénéficié hein, de cette configuration-là sur notre service avec un, je pense, je sais plus, entre 70 et 90% de gains. Mais je vais vous montrer pourquoi, comment ça s'est fait. Alors, Deliveroo, qui est une valeur allemande qu'on va regarder tout de suite ensemble, qui se trouve très exactement ici, voilà. Et donc, on va s'intéresser à ce triangle ici. Et on va voir pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à ce triangle très précisément. Voilà, nous y sommes presque. Ici. Donc, on a une grosse phase de baisse avant, et puis on a un premier rebond ici. C'est ce qui va nous intéresser. Donc, vous avez un premier rebond ici. Exactement comme on l'avait sur Tesla, hein, après une forte consolidation, première vague de hausse, puis consolidation à l'intérieur d'un triangle que je vous ai dessiné là, A, B, C, D, E, triangle symétrique, côté ascendant, côté descendant. D'accord? Et puis, vous avez la cassure du triangle ici qui a effectivement marqué une accélération haussière avec un premier objectif qui a été atteint et un deuxième objectif qui a été atteint. Donc, report de la bouche à peu près ici et report de l'amplitude à peu près ici, comme on le verra tout à l'heure sur la présentation ici. Bon. Maintenant, moi, pourquoi je voulais montrer en particulier cet exemple-là? Ben, je vais vous dire ce qui s'est passé et je vais vous dire comment ça s'est passé. Dans la réalité, d'accord? Parce que dans la réalité, on n'est pas là. Hein. Dans la réalité, on est là. Hein. C'est-à-dire qu'on est là, on voit que les cours commencent à temporiser, et petit à petit, on arrive à voir qu'on a un triangle qui se dessine, avec une oblique descendante et une oblique ascendante. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une erreur. D'accord? Quelle erreur j'ai faite? Bah, j'ai fait l'erreur que je dis pourtant tout le temps de ne pas faire. D'accord? Euh, c'est de ne pas avoir confiance à cause de la vision fondamentale que j'avais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Deliveroo, c'est une valeur que je trouve assez plombée, qui est plutôt dans une tendance baissière. Et j'ai du mal parfois à me dire que c'est une valeur qui peut rebondir de façon conséquente ou éventuellement repartir dans l'autre sens. Donc, du coup, j'ai pas acheté l'intérieur du triangle. J'ai pas osé. Alors que c'était un tort, hein, puisque moi, je vous ai dit, je suis plutôt un profil agressif. Là, je me suis dit, je vais plutôt faire le profil modéré. Je vais peut-être attendre plutôt la validation de la figure. On est effectivement sorti. Et qu'est-ce qui a donné encore plus de conviction à mon scénario? Bah, je vais vous le montrer, pas sur ce graphe-là, parce que là, on est sur un graphique journalier, mais je vais vous le montrer sur un graphique de plus court terme. On va prendre un graphique de 10 minutes, par exemple, voire même de 5 minutes pour être encore plus efficace. Non, 10 minutes, ça suffira. Et on va, alors là, pour le coup, il faut que je revienne sur mon triangle pour pouvoir vous montrer qui avait lieu donc en juin 2022. Donc, ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, il ne veut pas me laisser rentrer en 20 minutes 2, c'est génial. Donc, je vais le mettre en 20 minutes peut-être. Voilà. Donc, en 20 minutes, je vais aller. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il ne me laisse pas. Bon, ok, c'est pas grave, on va le regarder en une heure, voilà, puisque je l'avais tracé. Ce qui compte pour moi, c'est de vous montrer ce qui a marqué un petit peu plus ma conviction et qui est quand même très intéressant à observer de temps en temps lorsque vous en aurez l'occasion. Et de ce que voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit donc du profil plus modéré. Voilà, on va regarder ici, plus précisément dans ce rond vert que je vais vous mettre ici, ce qui s'est passé. D'accord? On va regarder ensemble. Là, je suis sur un graphique plus court terme, donc j'ai mis du 1 heure. Et je vais vous dire pourquoi. Vous voyez avec moi ici qu'on est sorti du triangle, hein, vous le voyez bien ici, et on a marqué donc une accélération, comme ça arrive très souvent lorsqu'on casse une figure de continuation. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur même de la même journée? C'est pour ça que je vous ai mis un graphique horaire. Ben, il s'est passé qu'on est revenu, d'accord, tester ici à nouveau, enfin à nouveau, on est venu tester, pardon, en pullback,
la borne supérieure du triangle avant de repartir à nouveau en accélération. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intervenu sur le pullback, donc profil sécuritaire pour le coup. On est sorti, profil modéré, on revient sur le pullback, et là, pour nous, on avait une conviction beaucoup plus forte parce que les pullbacks, je vous l'ai dit, vous passez de 7 chances sur 10 à 9 chances sur 10 d'avoir raison dans votre scénario. Voilà. Donc ça, c'est ça qui était intéressant sur cet exemple-là. Après, les objectifs 1 et 2, c'est-à-dire le report de la bouche et le report de l'amplitude, ont été atteints quasiment au même niveau. Et nous, sur ce mouvement-là, très agressif, on est sorti de notre position parce que le titre a pris 12% dans la même journée. Donc nous, on était largement gagnant sur notre journée. D'accord? Donc là, on a vu la mise en pratique de ce qu'on a vu en théorie ici, dans des exemples très concrets. Euh, je vais avancer parce que je vois qu'il y a une question de Yves. Et si à la fin j'ai le temps, on va regarder le triangle que Yves nous suggère de regarder. Maintenant, on va regarder les fanions. Donc, les fanions, c'est quoi? Comment ça fonctionne, etc. La définition. Comme leur nom l'indique, encore une fois, comme les triangles, comme les drapeaux, le fanion va prendre la forme d'un fanion. Ok. Tout le monde sait ce que c'est qu'un fanion, on va le voir par la suite. Donc, ce type de configuration va également se situer entre le drapeau et le triangle. On va voir pourquoi il est entre les deux. Il se dessine, un fanion, ça se dessine comme un drapeau, comme un triangle, là, ça on le sait bien, mais ça correspond à un mélange des deux. Voilà. Contrairement au drapeau, il n'est pas fait de deux côtés parallèles. D'accord. Contrairement au triangle, il n'est pas fait de cinq vagues bien distinctes et a souvent des côtés moins ouverts. D'accord. Le fanion est souvent plus étroit que le triangle qui, lui, est plus ouvert. La différence tient à la forme, puisque le fanion s'apparente à un petit triangle. Compte tenu de la rapidité d'exécution de la figure, la pertinence n'est pas toujours acquise. D'accord. Ne pas confondre les fanions avec les triangles, plus ouverts, et surtout avec les biseaux de retournement, qu'on verra une autre fois. Voilà, un fanion, d'accord, de façon théorique. Donc vous avez ici une phase de hausse qui correspond un petit peu au mât d'un drapeau. Vous avez ici le fanion, qui est une forme de petit triangle en fait, plus allongé. Vous voyez qu'à l'intérieur du fanion, vous pouvez avoir beaucoup plus d'hésitation qu'à l'intérieur d'un triangle où c'est censé être beaucoup plus clair. À la sortie du fanion, vous allez faire ce qu'on appelle le fameux swing move. Donc vous allez reporter 100% de l'amplitude avant l'entrée dans le fanion sur le bas du fanion pour obtenir votre objectif théorique. Cas pratique sur les fanions. Vous avez un premier fanion ici sur Stellantis. Alors pourquoi, vous allez me dire, certains vont dire, mais pourquoi c'est un fanion, c'est pas un triangle ascendant? Bon. Euh, Parce que d'abord, vous avez une forme plus allongée, plus étroite, mais surtout parce que vous n'avez pas une alternance de vagues très propre comme vous l'avez dans un triangle. Tac, A, B, C, D, E. D'accord? Maintenant, ce que je vais vous dire pour vous rassurer, c'est que finalement, on s'en fiche de savoir si c'est un fanion ou un triangle. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, c'est pas d'avoir raison intellectuellement, sauf évidemment si vous êtes en train de passer, je ne sais pas, une certifiante ou un examen ou un diplôme d'analyse technique. Là, effectivement, il faudra avoir raison complètement sur la théorie. Là, nous, dans la pratique, ce qui nous intéresse, c'est pas de se dire, ah, c'est un fanion ou un triangle. Ce qui nous intéresse, c'est de bénéficier d'un mouvement de hausse à la sortie de ce type de figure, qui est une figure de continuation. Qu'importe si on avait réussi à identifier la différence entre un triangle ou un fanion. Si vous dites à quelqu'un, ah, j'ai gagné 70% sur un fanion, et que le type vous dit, ah bah non, je suis désolé, c'est pas un fanion, c'est un triangle, vous allez dire, ouais, ok, si tu veux, c'est un triangle, mais moi j'ai gagné 70%, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. On va regarder les canaux, et comme ça, il va nous rester un peu de temps pour voir d'autres cas pratiques. Euh, Peut-être éventuellement celui que Yves nous a suggéré. Donc les canaux maintenant. Donc les canaux, range en version originale. Donc cette fois, il va s'agir d'une figure composée de deux droites parallèles qui vont servir chacune de borne pour la progression des cours. Donc un canal, ça se fait par une droite de résistance, qu'on appelle la borne supérieure, et une droite de support, qu'on va appeler la borne inférieure. Les canaux peuvent être ascendants, dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière d'ailleurs, descendants ou encore horizontaux, dans les marchés stables, sans véritable tendance. D'ailleurs, je vais le rajouter là, je vais rajouter pourquoi il est, parce que on peut également avoir des triangles ascendants dans une tendance baissière, comme on peut avoir des triangles ascendants dans une tendance haussière. Voilà. OK. Plus un canal va durer dans le temps, plus ces bornes vont réussir à contenir les cours en son sein, plus il sera considéré comme important et déterminant pour la suite des événements. D'accord. On va donc faire attention au nombre de tests des bornes du canal, à l'amplitude du canal et à la durée du canal. D'accord. Et ça, c'est valable pour beaucoup de configurations techniques. Plus une configuration va fonctionner dans le temps, plus elle va avoir, notamment sur un canal, une amplitude importante.
plus elle va avoir un nombre de tests important, plus vous allez pouvoir vous y fier avec plus de conviction. Idéalement, les bornes d'un canal doivent être testées à tour de rôle. Idéalement, vous devez tester le bas, puis le haut, puis le bas, puis le haut. Mais on va le voir que dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Dans la pratique, on va juste s'intéresser à deux bornes parallèles qui vont enfermer l'évolution des cours. À la sortie du canal, on a souvent un fort mouvement à venir d'une tendance dans un sens ou dans l'autre selon le sens dont on en sort. Les différents canaux, de façon très schématique, un canal ascendant avec des sommets de plus en plus hauts, poursuite de la tendance haussière, un canal horizontal, des prix qui vont osciller entre deux bornes d'un canal horizontal, marché sans tendance, ou un canal descendant avec des creux de plus en plus bas et une poursuite de la tendance baissière. Bon, là, on a mis des signaux. C'est vrai que l'avantage d'un canal, c'est qu'on peut jouer déjà à l'intérieur du canal avant de jouer la sortie du canal. Comment on joue l'intérieur d'un canal? Ben, on peut acheter la borne inférieure, vendre quand on arrive sur la borne supérieure. Vendre quand on arrive sur la borne supérieure. Donc, comment exploiter un canal? Comme je vous l'ai dit, soit on joue la tendance en place à l'intérieur du canal, donc on achète à proximité du support et on vend près de la résistance dans un canal haussier. On vend à découvert près de la résistance et on rachète près du support dans un canal baissier. On peut également jouer un changement de tendance ou une accélération. Cassure d'un canal haussier, sortie par le bas, renversement de tendance, implication vendeuse, sortie par le haut, accélération haussière. Cassure d'un canal baissier, sortie par le haut, renversement de tendance, implication acheteuse, sortie par le bas, accélération baissière. Comment jouer une sortie de canal? Théoriquement, théoriquement, d'abord, la rupture de la bande inférieure, ici, puisqu'on est dans un canal ascendant, va entraîner une accélération baissière. L'objectif minimal, ce qu'on appelle l'objectif minimal, ça veut dire que ce n'est pas forcément l'objectif sur lequel vous allez devoir vous arrêter exactement, mais c'est l'objectif que vous êtes censé devoir atteindre à minima. D'accord? Comment on calcule l'objectif minimal ou l'objectif, premier objectif de la sortie d'un canal? On va reporter, d'accord, la largeur du canal à la cassure du canal, comme on l'a fait ici, et on va obtenir un premier objectif théorique. D'accord? Dans le cas où la tendance se prolongerait, on va pouvoir faire ce qu'on fait dans toutes les autres figures, c'est-à-dire le swing move, le fan swing move, c'est-à-dire qu'on va reporter l'amplitude de la vague avant l'entrée dans le canal sur la bande opposée du canal. D'accord? Attention, les ruptures de canaux peuvent aléatoirement être donc des signes de continuation, si on sort dans la tendance à l'intérieur de la canal sortie, ou des signaux de retournement, si on sort dans l'autre sens duquel on était rentré. Exemple de canal ici. Bon, là, vous avez un canal quand même très propre sur Danone. Pourquoi très propre? Parce que vous avez quand même deux bornes ici que vous voyez très clairement qui enferment l'évolution des cours et qui sont testées à de très nombreuses reprises. Hein, vous voyez ici la borne de support. Et encore, là, je vous ai mis une flèche verte sur chaque point bas. Mais si on zoome, comme on est sur un graphique weekly, c'est-à-dire hebdomadaire, je peux vous assurer que ne serait-ce qu'ici, vous avez peut-être une dizaine de fois où la borne du canal inférieur a été testée. D'accord? Ici, peut-être 5 ou 6 fois aussi. Et vous voyez que la borne supérieure a également bien fonctionné. Cassure du canal ici, on voit qu'on a une forte accélération baissière et qu'en reportant la largeur du canal, on a atteint notre objectif à peu près ici. Autre chose intéressante, quand les cours sont repartis à la hausse, ils n'ont pas réussi, vous voyez, à réintégrer l'intérieur du canal. Donc, ils ont effectivement, donc la borne inférieure du canal qui était un support sert pour l'instant de borne de résistance. Okay, on va regarder le canal un peu en dynamique parce que c'est toujours plus parlant de voir les figures en dynamique. Donc, je vais vous le montrer ici. Et pourquoi on va le regarder en dynamique? Parce que, pareil, on va se remettre un peu dans la réalité de notre marché. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, comment est-ce que, à partir de quand, etc. Bon, on va se mettre comme si on était sur Danone ici. Et puis, on ne va pas tracer notre canal tout de suite parce que quand on est ici, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un canal. Donc, je vais supprimer mon canal ici. Bon, et puis, je vais me mettre comme si j'étais en train de regarder l'évolution de mes cours de Danone. Bon. Jusqu'ici, toujours pas de canal, mais je commence à me dire, bon, tiens, il commence à y avoir des points qui commencent à être intéressants ici, donc pourquoi pas envisager éventuellement une droite de support quelque part par ici. Bon. Après, je vais voir l'évolution de mes cours et je vais voir que, bon, ma droite de support, je ne l'ai peut-être pas tracée de façon optimale, mais je commence à voir que ça commence à avoir un peu l'air d'être de plus en plus une droite de support parce que j'ai de plus en plus de points qui sont testés vers le bas. Vers le haut, je vais partir du principe que je vais. Alors, comment on envisage un canal? On envisage un canal à partir du moment où on va tracer une parallèle à une oblique de support ou à une oblique de résistance qui va passer par le prochain sommet ou le prochain creux
si on est dans l'autre sens. Et puis là, on voit effectivement que notre canal a l'air de tenir la route. Plus on avance, plus il tient la route parce que il est testé à de nombreuses reprises, comme on le voit d'un côté et de l'autre. À partir de là, on va commencer à s'intéresser à ce canal, évidemment, à partir du moment où on est à peu près ici, et on va commencer à se dire, bon, bah, quand j'arrive en haut de mon canal, je vais faire attention, je vais peut-être m'alléger, et quand j'arrive sur le bas de mon canal et que je rebondis, bien sûr, hein, toujours attendre le rebond pour valider la figure, parce que si vous achetez pile au moment où vous arrivez sur le canal, vous ne pouvez pas vous mettre à l'abri d'une cassure de canal qui peut arriver à tout moment. Alors que si vous attendez le rebond, vous allez avoir un peu plus de conviction. Bon. Là, qu'est-ce qui m'intéresse? Bah, ça, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir que même après une forte accélération ici, hein, parce qu'on avait des accélérations auparavant qui étaient un peu plus poussives, mais là, même sur une forte accélération ici, j'arrive quand même à nouveau à voir l'objectif de résistance de mon canal qui a quand même tenu bon et qui a engendré à nouveau une phase de baisse. Bon. Et là, paf, cassure, d'accord, du canal. Sur la cassure du canal, je vais reporter, hop, ici, l'amplitude de mon canal à la cassure du canal, ici, et je vais obtenir de façon assez scrupuleuse l'objectif, d'accord, théorique de sortie de canal. Et vous voyez qu'à la sortie d'un canal, on a effectivement, à la sortie d'une figure importante technique, on a très souvent une forte accélération, comme on l'a pu le voir ici. Autre petite remarque quand même que je vous ai mise ici, de temps en temps, on peut avoir ce qu'on appelle, nous, des lignes intermédiaires, comme ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de votre canal, vous allez pouvoir observer une eau droite parallèle, d'accord, aux deux bornes de votre canal, qui va jouer tour à tour le rôle de support ou de résistance. Ça peut vous permettre d'avoir déjà des niveaux intermédiaires lorsque, notamment, vous voyez que le canal échoue dans l'alternance de ces tests, c'est-à-dire qu'ici, on teste la bande supérieure, inférieure, supérieure, et là, on n'arrive pas à tester la bande inférieure, on repart une première fois. D'accord? Avant une rupture du support d'un canal haussier, on peut observer un essoufflement des cours qui bute sous le seuil intermédiaire. Ici, vous voyez que le seuil intermédiaire que vous aviez identifié, bah, on voit que les cours n'arrivent même plus à le dépasser et n'arrivent plus à retourner sur la bande supérieure. Ça peut vous donner une indication de, d'un regain de faiblesse du marché et éventuellement d'une sortie baissière du canal. Encore une fois, là, c'est de la théorie. Okay. On le voit ici dans la pratique sur le DAX. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le DAX? On voit qu'on a deux canaux, en fait, qui sont superposés. On a le large canal que vous voyez ici, d'accord, avec la borne de résistance ici sur les ronds verts qu'on voit ici, et la borne de support ici sur les ronds rouges, qui sont donc les bornes de support et de résistance du large canal. En traçant une parallèle aux deux côtés du canal ici, on voit qu'on a quand même ce qu'on appelle une zone de canal intermédiaire. C'est-à-dire que vous avez ici des rebonds sur le bas de ce canal intermédiaire ici. Et une fois que vous êtes passé sous ce canal intermédiaire, vous avez ici des butées sur les résistances du canal intermédiaire. D'accord? Donc le support du canal intermédiaire ici en violet, la résistance du canal intermédiaire ici en marron. Pour l'instant, on est toujours à l'intérieur de ce canal sur le DAX. Bon, le graphe date d'il y a quelques mois, mais le DAX a dépassé cette oblique et se trouve ici à l'approche de la borne supérieure de son canal. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir où est-ce qu'il en est exactement pour voir si on peut éventuellement identifier une zone de résistance sur le DAX ici ou si le DAX a dépassé déjà cette zone de résistance. Je vous avoue que pour l'instant, je n'en sais rien, mais je vais le regarder avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, pour l'instant, le DAX n'est pas encore arrivé sur la borne intermédiaire de son canal. C'est pourquoi nous, dans nos analyses, et ceux qui suivent nos analyses le savent, bah, on a identifié un target, donc un objectif, ici, déjà, dans un premier temps, sur la borne supérieure du canal intermédiaire. Voilà, il me semble que la partie théorique est finie. On va juste regarder des petites questions maintenant de money management, et puis il va nous rester peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour envisager d'autres cas pratiques et voir si j'ai le temps de regarder le triangle que Yves m'indique sur la Française des Jeux pour voir si effectivement je suis d'accord avec lui sur la théorie du triangle. Donc, comment profiter des figures de continuation? En formation, bien sûr, puisque on va en profiter au moment où elles sont en train de se former ou à partir du moment où elles sont validées à la cassure. Euh, on va d'abord apprendre à repérer ces figures. C'est ça qui va être important. D'accord? Euh, comment voir si on est en présence d'un triangle? Comment voir si on est en présence d'un drapeau?
On va ensuite établir un directionnel en essayant de réunir le plus d'informations techniques possible. Je vous l'ai dit, plus vous avez d'informations techniques différentes qui vous donnent un même directionnel, plus vous allez avoir confiance dans votre directionnel. Après, en fonction du profil, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir, et selon votre appétence au risque, trois profils différents. Soit vous vous positionnez à l'intérieur de la figure, profil agressif, soit vous vous positionnez à la rupture de la figure, profil modéré, soit vous vous positionnez sur le test du pullback à la sortie de la figure, c'est le profil sécuritaire. Je vous ai mis dans un petit tableau les trois différents types de profils. Donc, profil agressif, achat pardon, avant la rupture. Avantage, acheter au meilleur prix et profiter d'une éventuelle sortie forte, comme on l'a vu sur Amazon, avec un gap, par exemple. Donc, vous prenez le train dans le meilleur timing. Le risque, l'inconvénient, c'est que il se peut très bien que la figure ne soit pas validée et que vous sortiez dans le mauvais sens. Le profil modéré, donc achat à la rupture de la figure. Avantage, confirmation de validation de la figure et bon directionnel. Donc l'avantage, c'est que déjà, il a validé la figure, puisqu'on est sorti dans le bon sens, et il va avoir plus de probabilité dans le directionnel que le profil agressif. Inconvénient, bah, c'est celui qui va acheter au prix le plus fort, surtout comme on l'a vu sur une sortie vive en gap, comme sur Amazon. Le profil sécuritaire, lui, va acheter sur le pullback, c'est-à-dire il va attendre qu'on revienne tester la borne supérieure de la figure en question. Avantage, c'est qu'il va quand même acheter un bon prix, meilleur que le profil modéré, parce qu'on va revenir sur un petit peu en arrière. Autre avantage, c'est que là, vous avez une confirmation beaucoup plus forte dans le directionnel. Je vous l'ai dit, un pullback à la sortie d'une figure de continuation, c'est 90% de chances d'avoir raison dans le directionnel. Okay, et ça, je sais de quoi je parle. Moi, ce que je fais, personnellement, je suis profil agressif, donc j'achète l'intérieur de la figure, et si je vois que j'ai un pullback, je vais me renforcer sur le pullback. Inconvénient, bah, risque de non-entrée en position, puisque vous ne pouvez pas être sûr d'avoir un pullback à chaque fois qu'il y a euh, une figure de continuation, par exemple. Voilà la conclusion. Donc les figures de continuation ne sont pas si difficiles à repérer, puisqu'elles ont des formes qui ressemblent. Voilà, vous avez des triangles ici, vous avez un drapeau ici, vous avez des fanions ici. Donc ce sont des figures qui ressemblent, comme leur nom l'indique, à l'appellation qu'on leur donne. Maintenant, attention, toute tendance ne bénéficie pas forcément d'un schéma de figure de continuation traditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir regarder un graphique, par exemple ici sur le DAX. Bon, vous voyez que dans les figures de correction, ici, vous n'avez pas un triangle, vous n'avez pas un fanion, vous n'avez pas vraiment un drapeau. Bon, donc ça veut dire que toute figure, comme ici d'ailleurs, de consolidation ne répond pas forcément à une figure de continuation traditionnelle. Mais vous allez pouvoir en avoir de temps en temps. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir en bénéficier de façon beaucoup plus intéressante. Voilà. Donc, une fois que vous avez assimilé tous ces éléments, bah, il va donc, et que vous allez réussir à déceler ce genre de figure, bah, vous allez vous rendre compte de l'efficacité quand même très probante de ce genre de configuration qui peuvent permettre effectivement de mettre en place des stratégies gagnantes avec un fort potentiel de gain et une forte conviction dans le directionnel. Comme il nous reste un quart d'heure, je vais vous proposer qu'on regarde d'autres petits cas pratiques peut-être. Je vais répondre aussi à certaines de vos questions et je vais essayer de regarder avec Yves euh, la Française des Jeux. Donc Yves, vous allez me guider par écrit pour me dire de quel triangle vous parlez, parce qu'effectivement, moi, là, vous me parlez d'un triangle, je ne sais pas de quel triangle vous parlez. Alors, vous m'avez dit, j'ai acheté sur une reco de Personnel Finance lors d'une certaine émission. Je voudrais être sûr que c'est bien un triangle descendant. Donc là, est-ce que vous parlez de quelque chose d'actuel? Est-ce que c'est un achat récent ou c'est quelque chose que vous avez fait dans le passé? Parce que là, moi, quand je regarde la Française des Jeux là tout de suite, je ne vois pas de triangle. Je vais la regarder en journalier, parce que là, je suis sur une heure. Mais là, quand je la regarde comme ça, pour l'instant, je ne vois pas de triangle. Je ne vois nulle part un triangle sur la Française des Jeux. Et vous me dites, je voudrais être sûr que c'est bien un triangle descendant. Euh, alors, il faudra me dire où est-ce qu'on vous a indiqué le triangle descendant. Est-ce que vous me dites que c'est Perceval, donc c'est mon ami Jean-Louis, est-ce qu'il vous a fourni un graphique avec le triangle en question? Parce que moi, là, quand je regarde ici, je suis désolé, je ne vois absolument aucun triangle. Depuis 2023, j'ai acheté le dernier sommet depuis le plus bas 2023. D'accord, donc là, c'est plus précis.
Donc ici. Donc vous me parlez ici, d'accord? Et là, après, vous me dites, je voudrais être sûr d'être bien dans un triangle descendant. Alors attendez, parce que, ok, vous avez acheté ici. Après, je ne vois toujours pas de triangle descendant, surtout si vous avez acheté là. Euh, alors, attendez. Alors, vous allez me dire si c'est ça, mais auquel cas, ça me semble quand même assez. Est-ce que vous parlez de ça, là, ici? Ah, vous me dites oui ou non. Est-ce que c'est de ça dont vous me parlez? Parce que là, honnêtement, non. Donc, d'accord, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc, vous parlez d'un triangle qui aura lieu par la suite, si vous avez acheté là. Je ne vois pas de triangle. Je suis désolé, je n'en vois pas. Tant Dieu sait que j'arrive à les repérer. Mais là, en partant de ce point bas de 2023, dans la hausse, je ne vois pas de triangle. D'ailleurs, on voit autre chose, c'est qu'on voit que la hausse est devenue très poussive à partir de février 2024. Le bas octobre 2023 et aujourd'hui. Le bas d'octobre 2023, OK. Ah, jusqu'à aujourd'hui, ici. Alors attendez, là, je vois encore moins. Et en plus, vous me parlez d'un triangle descendant. C'est bien ça. Non, ben, je ne vois pas, hein. Parce qu'à partir de là, moi, tout ce que je peux tracer sur ce que vous me dites, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça dont vous parlez. Mais ça, c'est pas un triangle de toute façon. Pourquoi? Parce qu'un triangle, ça doit être euh, parallèle à une droite horizontale qu'on pourrait tracer, voilà, comme ça. Donc, un triangle, ça peut se dessiner comme ça. Ça peut se dessiner, quand, ça, c'est un triangle symétrique. Ça peut se dessiner comme ça sur un triangle ascendant. Ça peut se dessiner comme ça sur un triangle descendant, d'accord? En revanche, ça ne pourra pas se dessiner comme ça, ok? Voilà, parce que là, on n'est pas parallèle, on n'est pas, pardon, horizontal on n'a pas, en fait, une borne de symétrie horizontale. C'est pour ça que les triangles doivent être plus ou moins horizontaux. Donc, je suis désolé pour vous, Yves, mais je ne vois pas de triangle sur la Française des Jeux. Je suis désolé, il faudra peut-être me demander à Jean-Luc de vous l'indiquer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour finir cette présentation? Le cas échéant, je peux tout à fait vous libérer maintenant et mettre le replay à partir de demain sur notre chaîne YouTube. Mais je vous en prie, Yves, je regarderai plus précisément. Quand je verrai Jean-Louis, je le vois mercredi, je lui demanderai hein, peut-être s'il a plus de précision. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, une fois, deux fois, trois fois. Très bien. Bah, dans ce cas-là, je vous propose qu'on s'arrête. J'avais dit jusqu'à 20 heures à peu près. Bah, je vous remercie d'avoir participé. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez recevoir la présentation. Euh, Ah, Philippe me demande si je peux revenir sur les flags, les flags, j'imagine, donc sur les drapeaux. C'est ça? Oui, je peux tout à fait revenir sur les drapeaux. Mais qu'est-ce que vous voulez revoir la théorie? Alors, les drapeaux, c'était la première, voilà, premier exemple. Donc voilà, les drapeaux. Donc un drapeau, comme son nom l'indique, va se dessiner comme ça. D'accord. Ah, comment les trouver? D'accord. Alors, très bien. Dans ce cas-là, effectivement, on va essayer de regarder des graphiques ensemble, des graphiques idéalement vierges, et on va essayer de voir si, sur un graphique vierge, on arrive à identifier un drapeau. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de me donner un sous-jacent quelconque qu'on puisse regarder ensemble? Comme ça, au moins, on va regarder, j'allais dire, de façon tout à fait neutre. Sinon, moi, je vais en prendre un tout à fait au hasard. Euh, Profitez-en s'il y a des valeurs que vous suivez qui peuvent vous intéresser. Et si le cas échéant, alors je vais vous mettre effectivement le mail. Vous pouvez envoyer un mail à cette adresse-là si vous souhaitez recevoir la présentation en format PDF. Voilà. Alors, Vallourec, on me dit Vallourec. On va regarder Vallourec et on va voir si on arrive à voir sur Vallourec bah, des drapeaux, mais éventuellement pas forcément que des drapeaux. Bon, voilà. Donc là, je vais vous mettre le graphe de Vallourec sous les yeux. Très bien. Bon, on voit quoi? On voit effectivement que Vallourec a eu énormément de mal, d'accord, à marquer une, euh, une phase de reprise importante, puisqu'on voit que les cours étaient dans une tendance baissière très marquée. Depuis le point bas là, de novembre 2020, les velléités haussières reprennent un petit peu de vigueur. Pour autant, attention, on est très loin d'en pouvoir envisager une reprise pérenne sur un titre comme Vallourec. Pourquoi? Parce que plus vous venez d'une phase de baisse importante, plus il va falloir attendre des niveaux forts pour envisager une reprise plus pérenne. Bon, moi, il y a des petites choses que j'arrive à voir ici.
Je ne sais pas si vous arrivez à les voir comme ça sur un graphique vierge, totalement vierge. Alors, quelqu'un d'entre vous m'a demandé si on voyait des drapeaux. Bon, c'est difficile comme ça de réussir justement à identifier des figures lorsqu'on n'a pas l'habitude, parce que moi, effectivement, comme c'est mon métier, j'ai l'habitude de voir très rapidement si je peux observer certaines choses. Bon, ici, j'ai quelque chose qui m'intéresse, ici déjà dans un premier temps. Alors évidemment, là, comme on était dans une phase de baisse, on va être obligé de s'intéresser à des phases de baisse. Donc, qu'est-ce que j'ai identifié ici d'intéressant? Bon, là, voilà, je vais m'intéresser à cette baisse ici. D'accord? Qu'est-ce que je vois ici? J'ai une première phase de baisse, et puis j'ai quoi? J'ai une consolidation ici. Donc évidemment, lorsque vous êtes dans une baisse, comme on l'avait sur le pétrole, les phases de consolidation, elles sont vers le haut. Lorsque vous êtes dans une hausse, les phases de consolidation sont vers le bas. Et ici, je vois que j'ai quand même quelque chose qui a l'air de ressembler à quelque chose ici. Donc, je vais tracer le côté ici. D'accord? Alors, c'est pas vraiment un drapeau, parce que si c'était un drapeau, je tracerais une droite parallèle. En revanche, j'ai quelque chose ici d'intéressant. D'accord? Ça ressemble à quoi, ça? Est-ce que l'un d'entre vous peut me le dire dans le chat? Si c'est pas un drapeau, il y a deux options, d'après vous. Il y a deux options qu'on a vues parmi les trois. Donc, on a éliminé le cas du drapeau, puisqu'on n'a pas effectivement de droite parallèle. Il reste deux options. Alors, OK, Fabien me dit un triangle. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Fabien? Alors, désolé Fabien, c'était pas le triangle, c'était voilà, le fanion. Exactement, Philippe. Bon, alors vous l'avez mal écrit. Alors pourquoi c'est un fanion, pas un triangle? Et ben d'abord pour la première raison dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les triangles doivent peuvent être voilà en symétrie par rapport à une zone horizontale. Voilà, donc triangle symétrique, triangle ascendant et triangle descendant ici. Or, vous voyez ici que je ne peux pas tracer une horizontale. Si je veux tracer ici une zone de symétrie, elle est oblique. D'accord? Donc déjà, ça me permet d'éliminer l'hypothèse du triangle. En revanche, et puis il y a autre chose aussi qui m'empêche d'envisager l'hypothèse d'un triangle, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur du triangle, je suis censé avoir une alternance très propre entre les vagues A, B, C, D, E. Là, on voit que c'est beaucoup plus mitigé, c'est beaucoup plus écrasé. Donc, on est bien en présence d'un fanion. Pourtant, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, on s'en fiche, en fait, de savoir si on est en présence d'un fanion ou d'un triangle. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. C'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une phase de baisse importante. Je rentre dans une figure qui m'a l'air d'être une figure de continuation et je duplique ici. Bon, alors là, pour le coup, on n'est pas arrivé sur l'objectif théorique exactement, mais moi, ce qui m'importe, c'est de voir que à la sortie de la figure, j'ai eu une forte accélération et que à partir. Alors, qu'est-ce qui se passe là concrètement? Bah, il se passe que plusieurs choses. On va rentrer en position soit à l'intérieur du fanion parce qu'on y croit, soit à la sortie du fanion. Très bien. Et puis, on va bénéficier de l'accélération baissière. Hein. On voit qu'en plus, c'est une accélération très nette. Ça veut dire que même avec un stop, ce qu'on appelle nous un stop suiveur, on n'aurait pas été stoppé avant le rebond ici. Là, il y a deux options quand on est dans la réalité. Soit au bout d'un moment, on arrive là, ou même sur le gap ici, on se dit, bon allez, j'ai des gains conséquents, bon sur un turbo, je serais sorti depuis longtemps. Mais quelqu'un qui aurait même acheté la valeur, enfin vendu la valeur dans l'autre sens, bon. Maintenant, si quelqu'un se dit non, moi j'ai confiance dans mon fanion, je vais attendre l'objectif théorique, qui est ici. Hein. À partir du moment où il voit le rebond ici, bah, peut-être pas quand on est là parce qu'on est dans un petit rebond, mais à partir du moment où on a un rebond qui arrive à peu près ici, bah là, on va être plus prudent et on va se dire, bon, bah, je préfère sortir. Mais on va quand même sortir avec des gains très conséquents. Très bien. Donc ça, c'est la première chose que moi, j'ai voulu voir sur Valorec. Bon. Ensuite, j'ai autre chose qui m'intéresse. Là encore, il faut avoir la possibilité de le voir parce que moi, j'ai l'œil, parce que je suis aguerri à ce genre de choses. Et je vais vous le montrer ici. Alors, je suis désolé je ne sais plus qui m'a demandé de regarder Valorant, je crois que c'est Philippe, parce que pour l'instant, je ne vois pas de drapeau. Mais en revanche, ça m'intéresse parce que je continue de voir des figures dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce que je vois ici? Ce que je vois ici, c'est encore autre chose qui m'intéresse. Voilà, et je vais vous montrer comme ça, ici. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est ça pour le coup? Voilà, donc là, on a exactement encore une figure de continuation, d'accord, qui s'apparente cette fois plus à un triangle. Pourquoi? Parce qu'il est plus ouvert et parce que j'ai bien une droite ici horizontale qui peut jouer de symétrie, servir, pardon, de symétrie. Et qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai évidemment la bouche de mon triangle, premier objectif.
Pas besoin de vous le tracer, vous le voyez largement. Après, deuxième objectif, c'est le report de l'amplitude avant l'entrée dans mon triangle, que je suis censé pouvoir reporter ici sur le haut de mon triangle. Je ne sais pas si on y arrivait, mais on y arrivait, même un peu plus bas, ici. D'accord? Donc on voit quand même que sur un graphique que vous m'avez donné vous-même, hein, c'est pas moi qui l'ai choisi, bon, on arrive quand même à voir des choses qu'on a mises, nous, en pratique et qu'on a vu théoriquement et que là, on arrive à mettre en pratique. D'accord? Bon, à nouveau, si je veux m'amuser un petit peu, bah, je peux voir sur une phase de cycle inférieur, bah, je peux m'amuser, oups là, je peux m'amuser à voir autre chose ici. Bon, c'est un peu gênant sur le logiciel, voilà. Sur un cycle inférieur, donc c'est-à-dire sur une phase de plus court terme, bah, qu'est-ce que je vois là? Bah, rebelote, hop, tac, tac ici, ok. Bon, la bouche, vous ne l'avez même pas. Donc globalement, l'amplitude, elle est là. Et là, quand je duplique ici, bah, je vois que voilà, j'ai atteint mon objectif à peu près dans cette zone-là. Donc en fait, on voit que des figures de continuation, et ce qui peut devenir intéressant, mais je ne sais pas, parce que là, la largeur commence à m'inquiéter un peu, mais en fait, la largeur en timing par rapport à l'amplitude de hausse qu'il y a eu avant. Bon, pour autant, on pourra quand même éventuellement surveiller ça ici. Voilà. Et on ne sait pas, en fait, si on avait vraiment un triangle ici, vu qu'on a un faux signal. Mais quoi qu'il en soit, avant même de savoir si cette théorie-là va pouvoir être validée, vous pouvez très bien, de toute façon, sans vous dire que c'est un triangle, dire, bon, moi j'ai l'impression que c'est haussier, j'ai une droite de support intéressante, bon, voilà, j'ai envie d'acheter. Et puis après, vous verrez en fonction de comment les cours vont évoluer. On peut, nous, ce qu'on fait analyse technique, c'est ça, hein, c'est qu'on envisage on envisage d'abord éventuellement. Déjà, la première chose qu'on envisage, c'est la droite de support ici. Après, on essaye de voir ce qu'on peut trouver. Donc là, on est vraiment dans la réalité. Là, je suis sur l'oreille. Bon, bah, je vais essayer de regarder quels sont les niveaux de résistance que je vais pouvoir envisager, quels sont les niveaux de support que je vais devoir surveiller. Par exemple, si j'ai acheté, si j'ai acheté Valorec sur, je sais pas, un moment où ça a commencé à rebondir, c'est évident que va falloir que je fasse attention à cette droite de support qui est quand même très forte. Si jamais on passe sous cette droite de support, il faudra se méfier parce que ça ne sentira pas bon pour l'évolution des cours par la suite. Voilà. Bon, il va être 20 heures. Je vais donc vous libérer et me libérer aussi par la même occasion. Je vous remercie donc d'avoir assisté à cette présentation. Je vous enverrai, quoi qu'il arrive, le PDF, même à ceux qui ne le demanderont pas. Euh, ah oui, alors si je réponds à Yves, à Franck Morel. D'accord. Donc c'était pas pauvre Jean-Louis. Donc c'était pas Perceval, hein, c'était Zone Bourse. Bah, Franck aussi, je devrais le voir mercredi, puisqu'il sera là avec Jean-Louis aussi. Alors oui, oui, il faut toujours regarder, très bonne question, il faut toujours regarder pour moi hein, les graphiques en logarithmique. D'accord? Logarithmique, c'est-à-dire que l'échelle ici, voilà, l'échelle ici va être proportionnelle à la volatilité du cours que vous regardez. Euh, c'est beaucoup plus propre de regarder des graphiques en log et surtout les figures chartistes. Maintenant, certains regardent et le log et le linéaire, mais attention, on regarde le linéaire plus pour des obliques que pour des figures parce que les figures en linéaire sont beaucoup plus tronquées. Alors, pour ceux qui veulent voir ce que c'est, la différence, par exemple, là, on est sur Valorec, qui est quand même une valeur volatile, puisqu'on voit ici qu'on a une amplitude qui est complètement différente. Je vais vous montrer voilà, je vais vous montrer en live. On va passer de l'échelle. Donc là, on est sur l'échelle log et je vais passer à l'échelle linéaire. Et vous voyez que sur l'échelle linéaire, bah, pour le coup, votre graphique, il ressemble plus à rien. Donc, il faut regarder les titres en échelle logarithmique. Lorsque vous êtes sur des valeurs très peu volatiles qui cotent des prix assez importants, la différence entre le log et le linéaire est négligeable. Mais lorsque vous êtes sur des valeurs beaucoup plus volatiles, comme par exemple ici, ou comme sur le Bitcoin, par exemple, bah là, vous allez avoir une grosse différence entre la vue logarithmique et la vue linéaire. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine également. Si vous avez des questions autres sur les formations ou sur les services qu'on propose, n'hésitez pas non plus. Je vous enverrai une offre promotionnelle comme je le fais à chaque fois qu'il y a une formation. Donc les gens qui assistent ou même qui s'inscrivent à mes formations ont le droit à un tarif préférentiel s'ils veulent nous rejoindre euh, pour participer à l'aventure d'être expert. Voilà. Je vous remercie encore, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine formation.